Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans cette édition spéciale consacrée au discours royal de ce soir. Le roi Mohamed VI a adressé donc ce soir un discours à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. À cette occasion, le souverain est revenu sur le modèle de développement économique qui avait constitué l'ossature de son discours du 30 juillet dernier. Il en a précisé les contours et certains détails de fond. Le discours de la Révolution du roi et du peuple 2019 est donc un prolongement de celui du trône 2019 et aussi celui de la Révolution du roi et du peuple 2018. Nous en parlerons. Le roi est revenu sur plusieurs points. La commission spéciale sur le modèle de développement économique dont il avait parlé lors de son discours du trône, le monde rural et les périphéries urbaines, lieu des difficultés des citoyens, l'investissement rural qui n'est pas uniquement agricole, la classe moyenne et la régionalisation avancée. Nous débattrons du discours du roi et nous le commenterons avec nos invités. Abdelatif Komat, vous êtes doyen de la faculté des sciences économiques et juridiques, économiques et sociales de Casablanca, faculté d'économie et de droit de Casablanca. Naïm Kamal, vous êtes directeur, fondateur et chroniqueur du site quid.ma. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Alors avant de commencer, votre impression générale sur le discours de la révolution du roi et du peuple. Naïm Kamal. Un discours succinct, mais dense. C'est, comme vous l'avez dit, qui s'inscrit dans la continuité du discours du trône, également dans la continuité pratiquement de tous les pas, peut-être du discours de la Révolution du peuple du roi 2018, mais également dans tout ce que le roi a agité comme idée et comme reproche, comme orientation au cours de ces 2 dernières années. Je crois que c'est également un discours qui a cadré le travail de la commission à naître, à venir, prochainement à la rentrée, et en même temps, c'est-à-dire en expliquant qu'il y aura des mécanismes de mise en œuvre et également des mécanismes de suivi. Il lui a fixé une finalité de mettre en place un modèle de développement marocain, d'une façon marocaine, de la même manière que le Maroc avait élaboré la Constitution de 2011 que par des Marocains. Cette fois-ci, il s'agit, c'est-à-dire d'un modèle de développement authentiquement marocain. Ce modèle de développement lui-même a une finalité, c'est un nouveau contrat social qui remporterait l'adhésion de tout le monde, que les Marocains, dans leur ensemble, dans leur unanimité, vont pouvoir s'y reconnaître et se l'approprier pour pouvoir vraiment trouver une nouvelle énergie remobilisatrice. Abdelatif Komat, impression générale sur le discours. Naïm Kamal a parlé de contrat social et le roi dans son discours a cité son grand-père, le défunt roi Mohamed V, qui parlait du petit djihad, qui était la sortie de l'indépendance, du grand djihad dans lequel nous sommes actuellement. C'est dans le cadre de la circonstance, nous fêtons le 66e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Et bien sûr, la citation célèbre du feu le roi Mohamed V, c'est qu'au retour de l'exil, il a rappelé que nous sortions du petit djihad pour aller vers le grand. Et le grand, c'est la quête du développement du pays. Et bien évidemment, pourquoi j'ai dit que ça s'inscrit dans les circonstances de l'événement? Parce qu'aujourd'hui, le roi inscrit ce nouveau modèle économique comme le grand djihad du pays pour l'avenir, à savoir la quête du développement social, développement économique. Et bien évidemment, tout cela est ressorti à travers la présentation du discours, notamment en situant son importance, qu'il s'agit aujourd'hui d'un projet de dimension nationale, d'un projet de grande importance pour l'avenir du pays, et bien évidemment, à l'approche de l'annonce de cette commission qui devrait veiller sur la mise en place de ce modèle économique, le roi, bien sûr, est allé aller donner des recommandations. Des recommandations au niveau de la démarche, au niveau de l'esprit, au niveau de la philosophie, au niveau de l'appropriation de ce projet. Toute la démarche devrait être une démarche qui faciliterait l'appropriation de ce projet par tous les acteurs de la société, qu'ils soient les acteurs politiques, économiques, les citoyens et autres. Donc, Sa Majesté le Roi a cité au départ le nouveau modèle de développement économique autour duquel a été articulé en très grande partie ce discours. Je vous propose d'écouter l'extrait du discours royal sur le modèle de développement.
Nous avons toujours eu à cœur de placer le citoyen marocain au centre du processus de développement dont il constitue la principale finalité. Aussi, nous avons toujours considéré que les grandes affaires du pays devaient être traitées dans le cadre d'une approche participative et inclusive pour garantir l'implication de toutes les forces vives de la nation. C'est dans ce même esprit que nous œuvrons en mettant en place la commission spéciale sur le modèle de développement à laquelle nous confierons prochainement l'examen de ce sujet vital. Notre souhait est que cette commission remplisse une triple mission de réajustement, d'anticipation, de prospective pour permettre à notre pays d'aborder l'avenir avec sérénité et assurance. Nous tenons à souligner la portée nationale du travail de la commission et de ses futures recommandations. Le modèle de développement auquel nous aspirons s'affirmera comme authentiquement marocain. Outre des mécanismes de mise en œuvre et de suivi adaptés, il nous paraît en effet indispensable de proposer un modèle que les Marocains aient la volonté de s'approprier et de faire réussir. Notre ambition est que, dans sa nouvelle version, ce modèle de développement constitue une assise solide pour faire émerger un nouveau contrat social en portant une adhésion unanime, en l'occurrence celle de l'État et de ses institutions, celle des forces vives de la nation, incluant le secteur privé, les formations politiques et les syndicats, les associations ainsi que celle de l'ensemble des citoyens. Nous souhaitons également que ce modèle soit le socle de l'étape nouvelle dont nous avons esquissé les contours dans le dernier discours du trône, étape à laquelle nous avons assigné comme mot d'ordre responsabilité et essor. التي حددنا معالمها في خطاب العشر الأخير مرحلة المسؤولية والإقلاع الشامل. Naïm Kamal, je retiens parmi toutes les choses qui ont été dites par le roi la démarche participative et inclusive. Vous parlez en ouverture d'un modèle maroco-marocain que les Marocains doivent s'approprier, donc forcément ils doivent y participer. Alors quand ils y participent et inclusive. Mais je crois d'abord qu'il y a une philosophie derrière, une philosophie qui part d'un constat du débat national tel qu'il se déroule depuis quelques années sous nos yeux. Et souvent, on est en présence d'un débat et d'une discussion excommuniatoire, d'excommunication et d'exclusion. Or, si l'on veut vraiment faire ou construire un nouveau pacte social, un nouveau contrat social, il ne serait possible que si tout le monde y adhère. Nous sommes en présence d'un projet qui consiste en la refondation, en quelque sorte, du vivre ensemble marocain. Comment ? Nous le savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de clivages sociétal, social, culturel, économique à l'intérieur, ou qui travaillent la société marocaine et qui créent énormément de tensions qui ont des répercussions négatives sur toute initiative. C'est-à-dire il n'y a pas de valorisation et de sentiment d'appartenance très fort aujourd'hui au sein de la société marocaine. Et il s'agit aujourd'hui de le remettre, de le relancer à travers un débat inclusif et participatif. Nous sommes en présence également de la construction ou de l'élaboration d'un nouveau modèle de développement. Et vous imaginez que ce nouveau modèle de développement ne peut pas être neutre. Il va charrier dans son sillage énormément de discussions, de suspicions. Et le roi veut dès maintenant prévenir toute velléité de nuire à ce débat et de le mener dans l'apaisement, dans la quiétude, à sa fin, de manière à ce qu'effectivement, il réponde à cette volonté d'appropriation à laquelle il a appelé dans son discours. Donc il avait, dans son discours du trône du 29 juillet passé, il avait aussi parlé justement pour illustrer ce que vous dites, le sang neuf, apporter des gens neufs, des compétences, des expertises nouvelles. À Ptef Komat, toujours en ce qui concerne la commission spéciale, il y a la triple mission que le roi lui assigne, qui est triple mission, réajustement, anticipation et prospective. Comment expliquez-vous l'articulation de cette trilogie de principes que je suppose, dont l'ordre, je suppose, n'est pas fortuit? En fait, l'ordre est important
parce que ça a été dit par Sa Majesté lors du discours du 29 juillet, nous sommes dans la continuité. Bien évidemment, il y a des dysfonctionnements, il y a des choses à améliorer, mais il y a également beaucoup de choses qui ont été réalisées. Il ne s'agit pas de remettre en cause tout ce qui a été fait par le Maroc, mais il y a lieu de réajuster. Donc le point de départ, c'est le réajustement, c'est-à-dire de capitaliser sur le passé, bien évidemment en valorisant les points forts et en mettant en place des points de progrès pour les points pour lesquels il y a des choses à améliorer. Ça, c'est le premier point, le réajustement. Et puis, deuxième point, c'est la proactivité. C'est-à-dire, il ne faut pas être réactif. C'est le futur proche. Il faut bien sûr le prendre en considération parce que nous sommes dans un monde en pleine dynamique. Les choses avancent beaucoup et vite. Et il va falloir, lorsqu'on arrête des décisions, des orientations aujourd'hui, il va falloir qu'on les inscrive dans ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. C'est-à-dire entrevoir les perspectives proches. Et puis, bien sûr, il y a de la prospection, il y a de la prospective, c'est-à-dire être futuriste. Il s'agit de projets de génération, il s'agit de projets de société. Et bien évidemment, lorsque on bâtit une stratégie de développement, le développement, c'est le long terme. Il faut toujours l'inscrire, bien sûr, dans la prospective et essayer d'envisager, d'entrevoir, autant qu'on peut le faire, parce que ce n'est pas évident de le faire toujours, mais dans la mesure du possible, placer le projet dans des perspectives d'avenir. Et donc, bien sûr, il y a toute une démarche méthodologique qui prend en considération le passé, le proche futur ou le futur proche, et puis l'avenir lointain, bien sûr, à entrevoir. Alors, il s'agit de le prémunir de toute déviation possible, voilà, et d'anticiper en quelque sorte prémunir, préserver, protéger, voilà, tous les développements possibles, c'est-à-dire être vraiment très vaste dans sa vision. Alors, il y a deux expressions, je reste avec vous, Naïm Kamel, deux expressions que nous avons entendu le roi prononcer, qui sont le contrat social, vous en parliez tout à l'heure, là c'est très fort, contrat social, ça rappelle pas mal de philosophie des Lumières. Rousseau. Voilà, ça rappelle beaucoup et même Royaume-Uni. Et la deuxième expression, c'est la responsabilité et l'essor, la responsabilité pour l'essor, quelque part. Et ça, c'est ce qu'on appelle, quelque part, bon, c'est une expression qui est citée un peu partout, le PPP, le fameux PPP, partenariat public-privé, auquel on pourrait ajouter un quatrième P qui serait patriotique. Donc, comment vous pouvez considérer ce contrat social dans le cadre de la responsabilité et pour l'essor? Comment vous voyez ce contrat social? La même question vous êtes posée à Abdel Komat. C'est très simple, en même temps très compliqué. Oui. C'est très simple dans ce sens où on sait qu'il s'agit de rétablir les équilibres de la société marocaine, dans ce sens où il faut aller vers les zones défavorisées, vers les populations défavorisées. Ils ont été identifiés et bien désignés par le souverain dans son discours. C'est le monde rural et les périphéries urbaines. C'est une population majoritaire, c'est une population qui souffre, c'est une population qui, peut-être je vais être excessif, qui ne se reconnaît pas dans ce qui se fait et dans les progrès que réalise le Maroc parce qu'elle en est exclue. Et c'est pour ça que le roi a pris sur lui de l'intégrer, l'inclusif. La faire participer, l'inclure, pas seulement dans le débat et dans les choix, mais surtout dans les retombées du nouveau... Dans les bénéfices du fruit du développement, il en a parlé aussi. Sinon, le pacte social, ce nouveau pacte social, si on ressent le besoin de l'élaborer aujourd'hui, de le refaire, de le reconstruire, c'est justement parce qu'il y a une partie de la société marocaine qu'il va falloir réintégrer dans l'ensemble pour que le Maroc puisse se développer, se prémunir, faire face aux défis de l'avenir, face aux problèmes de développement, de l'enseignement, de la santé, d'une manière ensemble, c'est-à-dire qu'on puisse voir dans le même sens. C'est
ça, aujourd'hui, le pacte social auquel appelle le roi. Alors ça, c'est l'avis du journaliste Kenaïm Kamel, que je suis aussi, l'avis de l'universitaire que vous êtes sur le contrat social, articulé avec l'autre expression qui est responsabilité et essor, Abdel Komat. En fait, Sa Majesté insiste beaucoup sur la dimension globale de ce projet. D'ailleurs, il a prononcé, je vais le dire en arabe parce que c'est très fort, al-iqla' shamil, c'est le décollage global. C'est-à-dire qui intégrerait toutes les composantes de la société. Il ne laisserait personne au bord de la route. Bien évidemment, lorsqu'on parle des composantes, il y a bien sûr la dimension économique, la dimension sociale, la dimension politique, culturelle et autres, mais également tous les Marocains, il l'avait dit d'une manière très claire lors du discours du 29 juillet. Et lorsqu'on parle de ce genre de vision, ça ne peut pas être l'affaire d'une partie au détriment de l'autre. Ça ne peut être que en fait l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire que c'est un projet de société. Et lorsqu'on évoque le projet de société, bien évidemment, c'est le projet qui concerne tout le monde et cela ne peut se faire que dans le cadre d'alliance ou de contrat social qui intégrerait toutes les composantes de la société. Et d'ailleurs, lors du discours de Sa Majesté, il a beaucoup insisté sur la notion de l'appropriation. C'est-à-dire que c'est un projet qui devrait être partagé. Il a même insisté, parce qu'il s'agit de donner des recommandations à la future commission, de mettre en place une démarche de simplification et d'explication aux destinataires de ce projet, aux destinataires de ces projets, pour qu'ils puissent se l'approprier. La notion d'appropriation, elle est fondamentale, et c'est ce qui va créer le socle de ce partage pour que ce soit un projet d'une société et non pas un projet d'une catégorie par rapport à une autre. Et cela ne peut se faire que dans le cadre d'un pacte social dans lequel toutes les parties prenantes, tous les acteurs connaissent leur rôle, leurs devoirs, leurs obligations. Alors, les lieux où se trouve le plus de difficultés pour les citoyens, ça a été dit autour de la table, c'est le monde rural et les périphéries urbaines. Je vous propose d'écouter l'extrait du roi Mohamed VI sur le monde rural et les périphéries urbaines. إن الغاية من تجديد النموذج التنموي من المشاريع والبرامج التي أطلقناها Le renouvellement du modèle de développement ainsi que les projets et les programmes lancés sous notre impulsion visent à faire avancer le Maroc sur la voie du progrès, à améliorer les conditions de vie de ses citoyens, à réduire les inégalités sociales et spatiales. En fait, c'est particulièrement en milieu rural et dans les périphéries urbaines que sont concentrés les segments de la population les plus en difficulté. Leur situation nécessite un soutien plus affirmé, une plus grande attention, un travail sans relâche pour que soient satisfaits leurs besoins pressants. C'est pourquoi nous avons constamment appelé à la promotion du monde rural en veillant à la création d'activités génératrices de revenus et d'emplois, en facilitant l'accès rapide aux services sociaux de base, en assurant le soutien nécessaire à la scolarité, en luttant contre la pauvreté et la précarité. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'ambitieux programme national de réduction des disparités en milieu rural, auquel ont été alloués environ 50 milliards de dirhams pour la période 2016-2022. Pour leur part, les populations concernées doivent faire preuve d'initiative afin d'améliorer leurs conditions de vie et de changer leur situation sociale. Pour cela, elles doivent utiliser les divers moyens mis à leur disposition, notamment la généralisation de l'enseignement, les opportunités offertes par la formation professionnelle et les programmes sociaux nationaux. En parallèle, toutes les potentialités du monde rural doivent être exploitées avec en priorité les terres agricoles sous les Lillettes, dont nous avons préconisé la mobilisation pour la réalisation de projets d'investissement agricole. Les efforts de l'État, faut-il le souligner, ne suffisent pas pour assurer la réussite de cette entreprise d'envergure. L'action publique doit être renforcée par des initiatives et des projets privés à même d'imprimer un dynamisme nouveau à l'investissement agricole, aux filières professionnelles et aux services connexes, notamment en milieu rural. وخاصة في العالم القروي. Abdel Komat, le roi Mohamed VI a parlé du fameux programme national de réduction des disparités du milieu rural, en milieu rural, avec l'enveloppe dont on avait longtemps et beaucoup parlé de 50 milliards de dirhams. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce programme? Alors, en fait, et comment il s'articule et comment il se décline et quelles sont ses perspectives puisqu'on parle de prospectives? En fait, Sa Majesté l'a dit, aujourd'hui, la structure démographique
la population au Maroc, on a tendance à parler du rural et de l'urbain. Bien sûr, la part de l'urbain croît au détriment de la part du rural. Bon, c'est carrément inversé. Aujourd'hui, nous avons à peu près 61% au niveau de l'urbain et 39% au niveau du rural. Mais ce qui a également été évoqué par Sa Majesté, sur lequel il a beaucoup insisté, c'est le périurbain. Parce que dans l'urbain, il y a beaucoup de périurbains qui n'est ni rural ni urbain. Et ça crée un certain nombre de déséquilibres et un certain nombre de dysfonctionnements. Et donc c'est important de scinder la structure en 3 catégories, le rural, le périurbain et l'urbain. Maintenant, concernant le rural, en fait, on l'a toujours évoqué, il y a des dysfonctionnements, il y a des déséquilibres au niveau du milieu rural, au niveau de l'accès en fait aux besoins prioritaires, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau de l'infrastructure, au niveau des routes, etc. Et c'est un des points qui a toujours fait que tout d'abord il y a des déséquilibres sociaux, des déséquilibres régionaux et que le Maroc est mal noté au niveau des indicateurs de développement humain. Surtout le manque que nous avons au niveau du milieu rural. Alors bien sûr, cette enveloppe, depuis des années, elle existe et bien sûr, elle a été intégrée dans le cadre du plan Maroc vert. Donc il a permis en fait aujourd'hui d'améliorer en fait les performances du secteur agricole, mais beaucoup reste à faire et d'ailleurs on va y revenir. Sa Majesté a beaucoup insisté sur l'effort à faire dans le milieu rural. Tout d'abord, par l'amélioration des performances du secteur agricole. Il insiste beaucoup, ce n'est pas la première fois, sur la formation professionnelle, parce qu'on a besoin de professionnaliser davantage notre secteur agricole. Et puis, bien évidemment, on va revenir également sur la question de la répartition des terres, les terres sous l'Eliyat. Bon, il y a tout un projet. Récemment, il y a 3 lois qui ont été, définitivement votées. Il y a 4 semaines qui ont été votées. Et le plus important, qui a été évoqué pour une 2e fois par Sa Majesté, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de cette opération une simple opération technique qui consiste à permettre l'appropriation dans n'importe quelles conditions. Donc d'où ces lois, des mesures d'accompagnement, notamment la formation professionnelle, et puis le fait d'ouvrir ces terres au-delà de l'agriculture sur d'autres projets d'investissement. Donc Sa Majesté a évoqué le tourisme, il a évoqué les industries, notamment les industries locales, on va y revenir. Le commerce, etc., pour faire justement de cette opération un vecteur de développement de la classe moyenne. Et là également, on va certainement y revenir parce que c'est le socle. Est-ce que vous pouvez revenir succinctement, s'il vous plaît, sur les terres sous l'Eliyat, sur justement la grande problématique des terres sous l'Eliyat qui, semble-t-il, a été législativement réglée il y a quelques semaines, comme vous l'avez dit. De quoi il retourne ? Alors, en fait, il y a maintenant... Excusez-moi, ça concerne quand même une quinzaine de millions de personnes, c'est-à-dire un peu moins de la population du pays. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une opération qui a été lancée qui concerne 1 million d'hectares. Aujourd'hui, il y a des opérations pilotes au niveau de la région de l'Gharb et de l'Haouz qui a touché à peu près 67 000 hectares. L'opération est presque à l'étape finale, 80% ont été réalisés. Et donc, il y a tout un soutien de l'État à ce que cette opération d'appropriation se fasse gratuitement. Donc, et bien évidemment, au-delà de l'appropriation, comme je l'ai dit, il y a toutes des mesures d'accompagnement pour que cette opération puisse générer des ressources décentes et permettre à cette population d'émerger comme une classe moyenne pour enrichir la classe moyenne au Maroc. Et on va revenir parce que Sa Majesté insiste beaucoup sur la classe moyenne. Alors on va arriver tout à l'heure sur la classe. Et cette opération, c'est une opération phare justement dans la perspective de renforcer cette classe moyenne. Donc on revient sur la classe moyenne tout à l'heure et la formation professionnelle. Naïm Kamal, le roi a parlé des moyens mis à la disposition des populations concernées, c'est-à-dire les populations rurales et les populations périurbaines, en parlant de la généralisation de l'enseignement, de la formation professionnelle, des programmes sociaux nationaux et des lois sous l'Eliyat desquelles on parlait. Mais ce n'est pas suffisant, précise le souverain, en disant qu'il faut aussi l'implication du privé et la coordination de tous. Donc là, c'est un appel aussi au privé et aussi à l'administration, enfin à tout le monde. Oui, il y a l'administration, il y a l'État.
c'est-à-dire il y a l'action étatique qui, elle, peut être volontariste, s'inscrire dans un projet de développement et de mise à niveau social de manière autoritaire, en décidant l'allocation d'un certain nombre de moyens et de budget pour réaliser les opérations. Ce n'est pas le cas du privé. Et malheureusement, l'on constate que le privé au Maroc a tendance, dès qu'il s'agit d'un investissement long, d'un investissement à amortissement pas rapide, pour dire les choses ainsi, il traîne les pieds. Et cette incitation en vérité des autres secteurs. La société civile, on peut l'amener à participer plus volontairement. Mais le privé, il devrait aussi prendre en charge, non pas seulement les secteurs à rentabilité sûre et rapide, mais également les vrais secteurs de développement qui peuvent assurer la stabilité même de leur activité. Merci par ailleurs. Préciser, Naïm, ça veut dire qu'il faut changer il faut sortir du paradigme, le bénéfice immédiat. Bénéfice immédiat et également pour s'assurer. C'est l'investissement intelligent, c'est l'investissement bien compris, parce que vous aurez beau investir dans les secteurs à rentabilité rapide ou à rentabilité sûre, vous n'êtes pas sûr de votre investissement si par ailleurs il y a un risque de déstabilisation sociale qui peut entraîner beaucoup de problèmes sur les autres investissements. Donc il y a cette volonté de vouloir et d'inciter tout le monde à s'impliquer d'une manière, disons, engagée dans le développement du monde rural et l'émergence de cette classe moyenne dont on parlait tout à l'heure, et qui est la soupape de sécurité de toute société, sans laquelle aucune société ne peut tenir ses équilibres. Donc un appel ferme et résolu au privé. Il y a aussi un autre passage particulier qui retient l'attention, c'est quand le roi dit que le bac et l'enseignement supérieur ne suffisent pas, mais il faut aussi la formation professionnelle. Je vous propose d'écouter l'extrait du discours royal sur la formation professionnelle. Je tiens une nouvelle fois à souligner l'importance de la formation professionnelle pour la qualification des jeunes, notamment en milieu rural et dans les zones périurbaines. Grâce à une insertion professionnelle réussie, ces jeunes deviendront productifs et contribueront au développement du pays. En effet, l'obtention du baccalauréat et l'accès à l'université ne constituent pas un aboutissement en soi. Ce sont des étapes dans le parcours académique. Ce qui importe vraiment, c'est d'acquérir une formation qui ouvre des perspectives d'insertion professionnelle et de stabilité sociale. Je ne me lasserai donc jamais de mettre en avant le rôle de la formation professionnelle, du travail manuel dans l'insertion des jeunes. Sont concernés, en premier lieu, les métiers de l'artisanat qui assurent aux praticiens un revenu décent et une vie digne. Ensuite, les industries agroalimentaires et les professions agricoles qui devraient être implantées dans les zones de production en fonction des ressources de chaque région. Enfin, la formation des compétences nationales dans les secteurs du tourisme, des services et dans les nouveaux métiers du Maroc comme l'industrie automobile, l'aéronautique, les nouvelles technologies. De fait, la promotion de la formation professionnelle est désormais une nécessité impérieuse, non seulement pour créer de nouveaux emplois, mais aussi pour mettre le Maroc en capacité de relever les défis de la compétitivité économique, d'être en phase avec les nouvelles évolutions mondiales survenues dans divers domaines. Abdeltef Komat, là, on entre dans le détail de la formation professionnelle, dans le détail tel que le voit le chef de l'État, avec les différentes déclinaisons sur les différents métiers, les différents secteurs, dans les différentes régions, avec donc cette petite précision sur certaines régions, avec les avantages qu'ont certaines régions pour certains métiers. Alors comment lisez-vous cela? Comment vous voyez ce développement des compétences et comment ça peut se décliner de manière à ce que tout le monde soit concerné et que cette politique englobe tout le monde? En fait, il y a trois messages dans ce passage. Tout d'abord, un message adressé d'une manière générale à la dimension formation, pour insister sur la nécessité d'une formation adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Donc, la formation n'est pas une fin en soi, mais c'est l'insertion professionnelle.
c'est la réponse aux besoins du marché de l'emploi et des organisations d'une manière générale qui importe. Donc il faut avoir un métier. Deuxième message, c'est par rapport à la formation professionnelle. Sa Majesté a insisté sur l'importance de la formation professionnelle et cela, en fait, est la résultante d'une certaine réalité que nous vivons ces dernières années, l'orientation du Maroc vers les nouveaux métiers comme l'aéronautique, comme l'automobile, comme l'électronique. On a senti un grand besoin de techniciens spécialisés dans des domaines très pointus. Il y a un besoin au niveau du tourisme, il y a un besoin de personnes, de cadres formés professionnellement. Et en fait, cet intérêt de Sa Majesté, on l'a suivi à travers l'attention qu'il a accordée au projet de développement de la formation professionnelle qui lui a été soumis 3 fois, et ce n'est que la 3e fois qu'il a accepté. Et cette dimension régionale sur laquelle il a insisté ressort d'une manière très forte de ce projet. D'ailleurs, le projet s'articule autour de 2 cités des métiers et des compétences, des CMC, qui sont bien sûr des cités régionales. Et chaque cité s'adapte aux particularités, aux besoins en formation et des secteurs d'activité et aux potentialités de la région. Également, tout un mode de gouvernance qui a été mis en place à travers la participation de différentes parties prenantes. Bien sûr, il y a la région, il y a l'État, il y a les professionnels. Il y a une très grande présence des professionnels, des fédérations professionnelles, pour identifier leurs besoins en formation et en compétences et pour participer à l'acte de formation. Et donc, nous allons voir la mise en œuvre de ces cités des métiers de compétences à partir de la rentrée 2021, sur 3 étapes, de 2021, 22, 23, de manière à ce que les 12 régions soient dotées de cités de métiers et de compétences articulés autour de leurs besoins. Et bien évidemment, la dimension agriculture est très présente, l'industrie également est très présente, le tourisme est très présent, c'est-à-dire les secteurs sur lesquels insiste Sa Majesté sont très présents parce que les filières sont identifiées, c'est un projet intégré. Le financement et les prêts à travers différentes composantes, le budget de l'État, l'OFPPT, et il y a également le fonds Hassan II qui va participer activement au financement de cette opération. Donc la formation professionnelle est un volet très important. Alors le 3e message, c'est que Sa Majesté l'a dit clairement, au-delà en fait de l'insertion professionnelle, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est notre insertion dans un monde de compétitivité et de performance mondiale. Aujourd'hui, le Maroc est un pays très ouvert à travers les ALE, les accords de libre-échange, à travers la part de l'import et l'export au niveau de son PIB, qui représente à peu près 60%. Nous sommes une économie très ouverte, nous sommes sujets à de la concurrence, aussi bien en interne qu'en externe. En important et en exportant, nous sommes confrontés à une concurrence mondiale. Et on ne peut confronter cette concurrence mondiale qu'à travers l'existence de compétences. Et la dimension formation professionnelle, elle est fondamentale. Donc, au-delà des objectifs, je dirais, qui sont légitimes, de se former ou de former pour en fait, réussir cette insertion professionnelle qui est importante, mais les enjeux ils sont encore plus importants pour le pays, pour son avenir, c'est-à-dire ce renforcement de cette insertion dans l'économie mondiale en se basant sur la compétence et non pas sur l'exploitation d'une main-d'œuvre non qualifiée. Cela, ça se faisait dans les années 50-60, lorsqu'on délocalisait les industries au Maroc, c'est pour exploiter une main-d'œuvre non qualifiée à bas salaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On délocalise l'industrie automobile, on a besoin de compétences. L'aéronautique, on a besoin de compétences. Les énergies renouvelables, on a besoin de compétences. Aujourd'hui, la configuration économique internationale change et le Maroc, pour qu'il puisse réussir ce passage vers le développement, il faut que la notion de compétence à tous les niveaux soit omniprésente et il faut que tous les acteurs soient conscients qu'aujourd'hui, cette dimension elle est fondamentale et stratégique. Naïm Kamal, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ça? Sachant, je voudrais revenir sur un point qui va peut-être préciser votre réponse. Dans le discours du 20 août 2018, le roi Mohamed VI parlait de la fuite des cerveaux, parlait de ces jeunes qui partent. Et donc là, il développe sa politique sur les compétences, sur la formation professionnelle, sur des domaines qui sont pointus, dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique et des nouvelles technologies. Ce serait un moyen de fixer nos jeunes ici et d'utiliser nos propres compétences que nous formons nous-mêmes chez nous. D'abord, d'avoir de la compétence. Parce que jusque-là,
la perception que la société a de la formation professionnelle, c'est une formation pour des petits métiers de bricoleur, d'électricité ou de plomberie. Donc, là, on est dans une autre dimension. Là, on est dans justement, il s'agit de changer toute la perception que la société a de ces métiers. Aujourd'hui, quand on veut, pour prendre le secteur du bâtiment par exemple, quand on veut construire un immeuble, on est en train, ou un édifice, on est en train de construire ce qu'on appelle les immeubles intelligents, c'est-à-dire qu'ils demandent un savoir-faire intermédiaire, mais quand même qui est très élevé et qui peut être rémunérateur, très rémunérateur. Et je crois que le roi le dit, il parle que c'est très bien d'avoir un bac et d'aller à l'université, avoir un diplôme, mais ça ne servirait à rien si par ailleurs il n'y a pas sur le marché de l'emploi une demande. Donc on ne fera qu'alimenter cette demande ce qu'on appelle les diplômés chômeurs. Or, une formation, un professionnel, un métier, une profession, qu'il s'agisse de l'artisanat ou qu'il s'agisse de l'aéronautique ou de l'automobile ou de l'énergie renouvelable, aujourd'hui, on a besoin de ces compétences et c'est un secteur qui peut être très rémunérateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bon professionnel en aéronautique, c'est-à-dire mais à un stade intermédiaire, qui peut aller dans l'usine, qui peut participer à la confection, dans une partie de la confection, mais avec efficacité et professionnalisme, ça va donner énormément d'emplois et d'emplois attractifs. Et c'est, je crois, à mon sens, l'intérêt. Et c'est pour ça que le roi avait accord. Il a retoqué 2 fois le plan, parce que il a senti il a été accepté la 3e fois. Il a senti qu'on ne le comprenait pas très bien où il voulait en venir. Et aujourd'hui, je crois que nous tenons le bon bout. Alors tout ça est cohérent parce qu'il va vers quelque chose de fondamental dans la vie, dans la vie sociale, économique du Maroc, de tous les pays du monde, à savoir la mise en place d'une classe moyenne que le souverain présente comme étant un vecteur de développement, de cohésion, de stabilité. Je vous propose d'écouter l'extrait royal sur les classes moyennes. Je vous retrouve tout de suite. Tel un édifice, la société forme un tout cohérent dont le soubassement est la classe moyenne, le reste de la structure étant composé des autres strates sociales. Dieu soit loué, le Maroc a commencé ces dernières années à se doter d'une classe moyenne qui constitue désormais un véritable levier de production et un vecteur de cohésion et de stabilité. Eu égard à la centralité de la classe moyenne dans le corps social, il convient d'en préserver les fondements et les ressources en réunissant les conditions favorables à sa consolidation et à son élargissement en ouvrant des perspectives de promotion à partir d'eux et vers elles. Ces défis ne seront relevés qu'en hissant le taux de croissance à des seuils plus élevés, en générant plus de richesses, en veillant à une redistribution équitable des fruits du développement. Au cours des 2 dernières décennies, le Maroc a connu un taux de croissance économique qui incite à l'optimisme, bien qu'il soit classé selon des indicateurs et critères appliqués aux pays pétroliers et gaziers. Indépendamment du débat sur les chiffres et les taux de croissance, il importe de surmonter les obstacles à la réalisation d'une croissance économique élevée et durable et partant génératrice de prospérité sociale. Alors, Abdeltef Koumat, expliquez-nous déjà, s'il vous plaît, cette partie sur le taux de croissance économique qui incite à l'optimisme, bien qu'il soit classé selon les indicateurs et critères appliqués aux pays pétroliers et gaziers. En fait, parce que le Maroc, en réalisant un taux de croissance de 3,5-4%, c'est un taux qui reste correct, bien évidemment, partant un peu des conditions, partant de la conjoncture. Vous savez que il y a un point fondamental qu'on oublie souvent lorsqu'on compare le taux de croissance du Maroc à certains pays d'Asie, par exemple. C'est que le Maroc commerce essentiellement avec l'Union européenne. Nous avons à peu près les 2/3 de nos exportations vers l'Union européenne. L'Union européenne connaît un taux de croissance moyen autour de 1%. Comment voulez-vous qu'un pays qui commerce avec une région, essentiellement avec une région qui a un taux de croissance de 1%, qu'il puisse
avoir des taux de croissance de 8-9%. Donc pour nous, 3-4%, c'est bien, c'est correct. Bien évidemment, c'est en deçà de nos ambitions. En fait, on l'a toujours dit, il nous faut aux alentours de 5,5, 6 à 6,5 pour qu'on puisse résorber les déficits sociaux. Donc toujours est-il, par rapport à la conjoncture, par rapport à l'environnement, c'est un taux de croissance qui reste correct. Maintenant, cette comparaison avec des pays pétroliers, c'est par rapport à des indicateurs, notamment de développement humain. On ne peut pas, en fait, comparer le Maroc par rapport à ses progrès, parce qu'on a toujours en fait reproché au Maroc d'être classé dans la gamme des pays les moins lotis en matière de développement humain, mais dont le lot le plus loti, ce sont des pays qui financent par exemple leur éducation grâce aux ressources pétrolières. Et donc s'il s'agit en fait de nous comparer, il faudrait nous comparer à des pays comparables. Donc ça c'est par rapport à cette question de taux de croissance. Maintenant, je crois qu'il y a dans ce passage un volet très important, c'est la classe moyenne. Oui. Si vous permettez, je voudrais réagir sur cette question parce que ce n'est pas la première fois que Sa Majesté évoque la notion de classe moyenne. Et il s'agit tout d'abord de rappeler, parce qu'il y a deux dimensions, il y a la dimension économique, il y a la dimension sociale. Bien sûr, la dimension sociale, c'est le socle de la cohésion sociale. C'est le tampon entre la classe nantie et la classe des pauvres. Et bien évidemment, si on a une société où il y a une cassure, une fracture énorme entre la classe aisée et la classe pauvre, et il y a des risques en fait, de friction. Par contre, le fait qu'il y ait une classe tampon, qui est la classe moyenne, c'est très très important pour la cohésion sociale. Maintenant, ce qui est également très important dans l'histoire économique d'une manière générale, c'est le rôle fondamental que joue une classe moyenne. Parce que la classe moyenne, c'est le moteur du développement économique. La classe riche, en fait, il a une proportion à consommer qui est tout d'abord orientée vers des produits de luxe, des produits importés, et donc il ne crée pas la dynamique économique interne escomptée. La classe pauvre n'arrive pas à satisfaire ses besoins essentiels pour qu'il puisse aller vers des besoins de nature à stimuler l'économie. Et donc finalement, quelle est la classe qui est la mieux positionnée pour justement créer cette dynamique économique? C'est la classe moyenne. Et donc la classe moyenne, elle est fondamentale pour le développement d'un pays. Alors, Sa Majesté, il l'a dit clairement, c'est que le Maroc a fait en fait un grand effort pour faire émerger cette classe moyenne. D'ailleurs, le taux de pauvreté a beaucoup baissé au Maroc grâce programmes sociaux, on a mis en place le RAMED, on a en place l'initiative de l'INDH, etc. Et donc le taux de pauvreté, aujourd'hui, on le situe aux alentours de 4%, alors qu'il était 9 à 10%. Maintenant, et ce qui a été dit par Sa Majesté, c'est que cette classe moyenne qui est en train d'émerger, elle reste fragile. Et il risque de glisser vers la précarité s'il n'y a pas ces mesures d'accompagnement qu'il a fait appeler en matière de financement de projets, en matière de formation, pour consolider cette classe moyenne. Donc l'enjeu pour l'avenir, c'est la consolidation de la classe moyenne. Et ça, en fait, ça a été dit par Sa Majesté sur tous les aspects, notamment l'agriculture. Parce que si nous avons aujourd'hui à peu près 40% de la population active au niveau du secteur agricole, et cette majorité de cette population agricole, elle est plutôt dans la pauvreté, la précarité, ça veut dire que la classe moyenne aura du mal à émerger. C'est pour ça que Sa Majesté, depuis 3 ou 4 discours, insiste beaucoup sur la formation, notamment dans le domaine agricole, sur la question de la répartition des terres, l'appropriation des terres, cette orientation des terres sous la Liette vers des projets porteurs, non pas seulement vers une agriculture rudimentaire ou élémentaire, mais vers une agriculture avancée, moyennant de la formation professionnelle orientée agriculture, mais également l'orientation de ces terres vers d'autres projets, on l'a dit tout à l'heure, vers les industries locales, vers le tourisme écologique, vers le commerce, etc. Oh. Donc la question de la classe moyenne, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est dans votre développement, dont je vous remercie, Abdel Komat, vous venez de donner une explication supplémentaire au fameux discours royal de Riyad,
quand le roi Mohammed VI appelait au maintien des anciens partenariats et à l'ouverture vers de nouveaux partenariats, parce que vous venez d'expliquer que si on travaille en commerce uniquement avec l'Europe, avec 1% de taux de croissance moyen, on ne peut pas aller plus loin. Alors, Naïm Kamal, justement, il y a une autre expression qui est extrêmement importante, qui a été utilisée par le souverain, qui est la redistribution équitable des fruits du développement. En 20 ans, sur les 20 dernières années, le PIB a augmenté à peu près, disons, a été un peu moins que triplé, alors que le revenu par habitant n'a pas suivi au même rythme. Donc quand le roi parle de redistribution équitable des fruits du développement, des richesses, pour être clair, c'est très important. C'est-à-dire aujourd'hui, on se rend compte des limites de cette théorie du ruissellement. Il y a une classe. Expliquez-la d'abord. Oui, il y a une classe qui s'enrichit. Plus elle s'enrichit, plus elle produit, plus elle peut déteindre sur les autres couches. C'est ce qu'on appelle le ruissellement. Finalement, ce ruissellement, on s'est rendu compte qu'il n'a pas lieu. Il n'a pas lieu parce que les gens s'accaparent et parce que nous avons également une bourgeoisie un peu déviante, c'est-à-dire très consumériste, très portée sur son seul bien-être. Donc, et à partir de là, aujourd'hui, il est nécessaire que, et c'est tout le projet du contrat social, et précisément que ce ruissellement puisse se faire réellement, de manière non seulement de irriguer les zones totalement défavorisées, rurales, périphéries urbaines, mais également non seulement de consolider la classe moyenne, mais de l'élargir. Parce qu'il ne suffit pas de la consolider aujourd'hui. Nous avons une classe moyenne, mais proportionnellement à la démographie nationale, elle n'est pas suffisante pour être justement ce socle de la cohésion sociale et des équilibres de la société. Il nous reste, messieurs, 5 minutes pour parler de ce passage, l'un des derniers passages du discours royal, où le souverain martèle haut et fort ce qui suit. La responsabilité est partagée au point où nous en sommes. Toute réticence ou erreur est inadmissible. Il est donc plus que jamais nécessaire de remédier aux problèmes qui entravent le développement de notre pays. À ce propos, nous devons avoir honte ni de reconnaître nos faiblesses, ni d'avouer les erreurs qui ont entaché notre parcours. Nous devons au contraire en tirer les enseignements qui nous permettront de corriger les défaillances, de redéfinir le cap à suivre. Comme on dit en français, il y a des choses qui valent mieux en les disant et en les répétant. Qui vont sans dire et qui valent mieux en les disant. Qui vont beaucoup mieux en le disant et en le redisant, parce que ça a été dit dans le discours du trône du 29 juillet dernier. Ça vous rappelle quoi et ça vous interpelle en quoi, ce passage qui est un passage ferme? En fait, on l'a dit depuis le départ, c'est que nous sommes dans la continuité. Il ne s'agit pas, en fait, de nier ce qui a été fait. D'ailleurs, Sa Majesté l'avait dit le 29 juillet, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a également des choses qui devaient être faites qui ne le sont pas. Donc, bien évidemment, il y a des manquements, il y a des erreurs, mais en fait, il ne s'agit pas de marquer des arrêts, il s'agit de capitaliser sur le passé, de tenir en fait des leçons un peu des erreurs du passé pour mieux construire l'avenir. Mais il faut en être conscient, c'est-à-dire le point de départ, c'est il faut en être conscient, parce qu'en reconnaissant son erreur qu'on peut avancer. Et peut-être aujourd'hui, c'est que la tolérance qui était en vigueur à certains moments, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Sa Majesté, il l'a dit à 2 reprises. La dernière fois, c'était l'émergence. Aujourd'hui, c'est carrément le décollage global. C'est-à-dire, il est venu le temps où il s'agit de passer de la pré-émergence à l'émergence pour préparer le développement. Et donc, si on veut franchir ces étapes, qui sont des étapes cruciales, il faut peut-être pas, on ne peut jamais éliminer à zéro les erreurs, mais il faut peut-être essayer de prémunir des erreurs. Il faut surtout tirer les leçons de ce qui a été fait dans le passé et être beaucoup plus vigilant pour l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps, c'est la rigueur, c'est le sérieux,
Et la notion de compétence, elle revient toujours, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les femmes et les hommes dans les bonnes places, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu est les deux tailles. Et Sa Majesté, il l'a dit, c'est un projet vital. C'est un projet vital. Il considère que ce projet de développement économique est un projet vital parce que ça devrait être un tournant qui nous préparerait pour le passage à une société plus avancée, plus globale, avec un projet de société plus partagé. Et donc tout cela ne peut se faire qu'en essayant d'être le plus rigoureux possible et le plus engagé. Voilà pour l'analyse de l'universitaire qu'est Abdelatif Komat Naïm Kamal sur ce passage, l'un des derniers passages du discours. Votre opinion en tant que journaliste politique? Moi, j'aurais aimé qu'on dise un mot sur... Parce qu'on ne trouve pas qu'il revient un peu sur le discours. C'est-à-dire, bon, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des acquis, ils sont là. Maintenant, comment faire pour les consolider et comment faire pour les généraliser ou généraliser le développement à l'ensemble du pays. Et je crois que le roi a dit qu'il faudrait profiter de ces erreurs pour mieux ne pas les répéter. Et parmi les erreurs qui sont faites et qui continuent à être faites, il l'a souligné, c'est la décentralisation. Il a signalé que l'administration centrale continue à traiter de dossiers alors que le Maroc avait fait depuis une dizaine d'années de la régionalisation un credo essentiel pour le développement, la délocalisation de la décision et du développement. L'un des problèmes auxquels aujourd'hui il faudrait faire face, et c'est peut-être l'une des choses sur laquelle la Commission pourra travailler et élaborer des idées innovatrices, c'est justement cette régionalisation. Je retiens que l'heure n'est pas aux réticences ni à l'erreur, c'est-à-dire que le Maroc, les Marocains, à l'heure qu'il est, n'ont plus droit à l'erreur. Il faut aller de l'avant et faire de son mieux. Donc en revenant globalement sur le modèle de développement économique, sur le rural et les zones périurbaines, où se trouve le plus de pauvreté dans ce pays, sur les classes moyennes et sur la formation professionnelle, le tout dans un cadre de régionalisation avancée, je crois que les grandes lignes de ce modèle de développement économique, dont la commission spéciale devra être mise en place dans les prochaines semaines, sont claires. Et donc nous attendons de voir de quoi il retournera. Merci à vous, Abdelatif Komat, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Naïm Kamal. Merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de cette édition spéciale consacrée au discours royal de ce soir. Restez sur Média, nos programmes se poursuivent. Merci.